Je vais vous donner un scoop. À partir du mois de janvier prochain, le nom va changer pour Atelier d'histoire Mercier au Chalaga Maisonneuve. On va étendre notre champ de travail de recherche à l'arrondissement Mercier au Chalaga comme tel. C'est quand même trois quartiers, mais séparés en deux. Leur histoire est complètement différente. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout au Chalaga Maisonneuve. Alors, on a décidé il y a 6 ans à peu près de raconter l'histoire de ce quartier-là en 3 temps. Il y a comme 3 périodes qu'on a pu identifier au fil du temps, c'est sûr. C'est cette période, on pourrait dire la naissance, le développement, l'agonie et renaissance en même temps du quartier, de ce quartier-là qu'on appelle Hochelaga Maisonneuve, mais il y a eu 2 entités à une certaine époque. Et bon, tout d'abord, pourquoi ce quartier-là va devenir un quartier ouvrier? Il ne sera pas longtemps un quartier agricole. C'est-à-dire, bon, avec la cession des terres de 1666 et tout ça, hein, on distribue des terres, il y a du fermage là, qui va se faire, mais déjà, il y a comme genre 11 familles là, en 1830-40. Fait qu'on ne peut pas appeler ça un grand développement. Là. C'est assez tranquille, c'est plutôt la campagne, dans le fond. C'est une campagne qui va être même privilégiée par la bourgeoisie, les mieux nantis, qui vont se construire, s'acheter des terres et se construire au bord de l'eau. Mais pourquoi ce territoire-là va se développer à l'est, donc territoire de l'est de Montréal? Vous avez une photo ici, bien connue, là, de McCord ou des archives de la ville de Montréal. C'est le port de Montréal à l'époque. Là, on va se situer, je ne vous donnais pas des dates exactes, là, ce n'est pas un cours didactique aujourd'hui, là, mais je vais vous donner, on va s'orienter à peu près avec des points de repère. Là, au milieu du 19e siècle, à peu près, Montréal, c'est la métropole des deux Canada, c'est la ville industrielle par excellence. Et évidemment, la principale voie de communication, le transport, à part le chemin du roi, hein, qu'on peut reconnaître aujourd'hui, c'est la rue Notre-Dame, est dans le même état qu'elle était au 18e siècle. Mais c'est les navires, hein, c'est le fleuve. Alors, comme vous pouvez le constater, les navires sont stationnés en double. Parce que ce qui arrive, c'est que le Montréal se développe à une vitesse assez grande. Et le port de Montréal, c'est pas très grand. Hein, on est autour de Pointe-à-Calière à peu près. Là. Puis ça allait à peu près jusqu'à Rubéry. On va le voir ici. Donc, le port est surchargé. Et il faut étendre le port de Montréal pour accueillir encore plus de navires de marchandises pour pouvoir évoluer économiquement. Mais on ne peut pas le faire vers l'ouest. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Pourquoi on ne peut pas construire le port vers l'ouest? C'est à cause des rapides de la Chine. Voilà, les rapides de la Chine. Hein, on va plutôt construire un... 2 points. On va plutôt construire un canal, hein, qu'on va appeler le canal de la Chine. Fait que, vous avez, c'est pas très visible, là, mais on voit les constructions. Ils vont creuser un canal pour essayer de transporter des marchandises, mais les voiliers ne peuvent pas rentrer là, donc ils restent au port. Donc, il y a seulement un endroit vers où on doit se développer. Le port vise de se développer vers l'est. Alors déjà, les hommes d'affaires de cette époque-là, les entreprises, il y a des visionnaires là-dedans. Là. Ce pas tous des gens qui pensent au profit demain matin, là. Mais il y a des visionnaires qui vont tranquillement imaginer comment Montréal va grandir. Donc, ils vont commencer à acheter des terres à l'est. Fait qu'ici, on voit, c'est ça, au milieu, c'est le port de Montréal. Puis à droite, là, on voit le bâtiment, c'est la St. Lawrence Sugar, le sucre, l'antique aujourd'hui, qui viennent de mettre 59 personnes à la porte il y a 2 semaines. Et on voit déjà les infrastructures portuaires qui commencent à s'étendre. Parce que c'est excessivement important. C'est le principal moyen de transport. C'est qu'il va en avoir un nouveau moyen de transport, une nouvelle technologie qui se développe dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est le chemin de fer.
Alors, le chemin de fer va être excessivement important. Et c'est dans ce contexte-là que Hochelaga va commencer à prendre forme. Hochelaga, c'est quand même un grand territoire. Si vous connaissez un petit peu le nom des rues, votre ville, on peut dire que c'est aux alentours de la rue Iberville, Frontenac, dans ce coin-là. Ce serait comme la frontière ouest, approximative. Les frontières changent toujours avec le temps, mais on voit les frontières ne sont pas nécessairement perpendiculaires au fleuve, mais on voit que souvent sont en diagonale à l'époque. Et ça allait, Hochelaga allait vers la rue Viau, à peu près. C'est quelques rues à l'est de la rue Viau, là, mais prenons la rue Viau comme... ça, c'est et du fleuve jusqu'à environ la rue Rosemont. Fait que ça, c'est le grand territoire d'Hochelaga, qui, comme je disais, il n'est pas très développé, quelques fermes. Et va commencer à s'installer. On voit, vous allez voir ici, c'est une carte du 19e siècle, début du 19e. Vous voyez tous les petits points, là, on voit que ça commence à se peupler. Là. Parce que ce qui va arriver, c'est que le port, en accueillant des navires un petit peu plus à l'est, il doit construire des infrastructures, des quais. Hein, il y a le quai Hochelaga, puis ensuite il va y avoir le quai des Eyries. Bon, c'est des bouts de quais, c'est pas des gros quais, mais des petits quais, mais les navires commencent à s'installer là, d'autant plus que il y avait un facteur qui est, comment dire, naturel, qu'on va régler ça en partie, parce que le courant, ce qu'on appelle le courant Sainte-Marie, c'est un courant qui est très puissant à la hauteur, bon, on parle du Vieux-Montréal, du pont Jacques-Cartier à peu près. Alors, les navires avaient déjà beaucoup de difficultés à se rendre jusqu'au port comme tel. Alors, ça va faciliter la vie d'avoir des quais qui sont en aval, oui, c'est ça, en aval du courant Sainte-Marie. Alors, on va déjà commencer à installer des infrastructures, des entreprises, pas des entreprises, mais on va commencer à construire des genres d'entrepôts pour débarquer des marchandises. Donc, la communauté irlandaise qui arrive à cette époque-là sont réputés, eux autres, pour devenir des débardeurs et tout ça. Ils vont commencer à s'installer là. Et on voit donc différents types d'organisations qui vont s'installer. Vous avez en haut, c'est une maison bourgeoise. C'est le type de maison qu'il y avait au bord de l'eau. Ça, c'est la maison de la famille Dacker, qui était une famille anglophone, qui était dans la partie sud-ouest du territoire d'Hochelaga, au bord de l'eau. Vous avez ici le couvent d'Hochelaga, qui était la maison mère des sœurs du Très Saint-Nom de Jésus et de Marie, je crois. En tout cas, des longs noms. Alors, c'est la deuxième maison mère et on peut dire que c'est la première école qui va s'installer sur le territoire d'Hochelaga en 1860. Et vous avez évidemment en face du couvent la petite maison du confesseur des religieuses qui s'appelait M. Valois. Vous connaissez la place Valois? Bien, son père, Simon Valois, lui, va acheter une terre. Il va céder un bout de terre pour la construction du couvent. Mais il a peut-être négocié un deal là, pour que son gars devienne le confesseur des Sœurs du Saint-Nom de Jésus. En tout cas, il habitait en face. Vous avez ici le Carmel. Le Carmel qui est situé sur la rue Berry, je crois, dans le centre-nord de la ville. Et il était installé à l'époque au bord de l'eau sur la rue Notre-Dame. Et vous avez ici une maison de ferme qui était la maison Bourbonnière. Alors, si vous connaissez la rue Bourbonnière, évidemment, c'est la famille qui possédait des terres. Donc, vous avez des fermiers, beaucoup d'institutions religieuses. Il y avait beaucoup de places, il y avait beaucoup de terres. Alors, on en retrouve beaucoup sur le territoire au bord de l'eau. Et d'autres résidents, on s'est aperçu avec le temps qu'il y avait, que Hochelaga a abrité et abrite encore les militaires. À l'époque, c'était le Hochelaga Light Infantry, là, qui était la milice, qui va devenir la milice canadienne, mais c'est l'armée britannique en réalité, qui sont installés à Hochelaga au bord de l'eau. Et plus tard, dans la Seconde Guerre mondiale, dans Mercier, c'est la base militaire de Longue-Pointe, qui est une grande base militaire. On va évidemment développer des territoires, une façon
Je ne suis pas urbaniste, mais à la lumière des informations qu'on a recueillies et tout ça, on s'aperçoit que le fait de construire des églises, de créer des paroisses, était un facteur d'urbanisation. Souvent, ce que les propriétaires faisaient, les propriétaires de terre, ils donnaient un bout de terrain au diocèse, à l'archevêché. Donc, c'est un investissement. L'archevêché commençait à construire souvent sur une petite chapelle. Il n'y a pas grand monde. On commence avec une chapelle. Et peu à peu, on va développer cette chapelle-là qui va, soit on construit à côté, ou bien on la redéveloppe et on commence à faire une église avec. Et les églises ne sont jamais construites entièrement, à 100% d'un premier coup. Hein, on utilise souvent l'image de Notre-Dame de Paris. Ça a pris quelques siècles pour la compléter. Ici, ça va être quelques décennies. Vous avez ici 2 bâtiments, mais c'est la même église. C'est la première paroisse d'Hochelaga, en dehors de la paroisse Notre-Dame, ça va être la paroisse Nativité d'Hochelaga. Et vous voyez ici, dans un premier temps, il y avait une chapelle au bord de l'eau. Vous allez entendre couramment parler que ça va passer au feu. Tout va passer au feu à un moment donné ou à un autre. Et la chapelle d'Hochelaga, qui était tout petite, brûle. Alors, on va décider de construire la première église Nativité d'Hochelaga au coin des rues Saint-Germain et Ontario, qui est une, soit dit en passant, elle est encore debout, cette église-là. Elle est magnifique. Là. C'est une très belle architecture. Et, vous voyez, l'architecture d'origine, là, c'était vraiment de style Renaissance italienne, là, avec le toit plat. C'est plus tard qu'on va rajouter des clochers pointus. Il y a une question de concurrence là-dedans, on s'en reparlera. Je vous dis en passant, si vous avez des commentaires, des questions à poser, vous ne vous gênez pas. Hein? Bon, quelques personnages qui vont chercher à développer ce territoire-là, à créer, ni plus ni moins, une municipalité de comté, ensuite une ville. Vous avez ici Jean-Damien Rolland. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la papeterie Rolland. La papeterie Rolland, il y avait Jean-Baptiste Rolland et Jean-Damien Rolland qui vont s'installer dans Hochelaga, puis on se demande, les autres sont situés à Saint-Jérôme, la papeterie Rolland. À l'époque, on ne comprenait pas trop, mais on va comprendre dans les prochaines diapos qu'il y a un lien direct avec les Laurentides. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est installé à Hochelaga? Parce que là, quand même, ça prend de l'électricité, ça prend un moulin, ça peut être... C'est ça, mais la papeterie va s'installer à Saint-Jérôme. OK. C'est ça, c'est qu'on va comprendre pourquoi ils se sont installés à Saint-Jérôme. Et donc, Jean-Damien Rolland, c'est un des développeurs, finalement, du territoire. Et j'ai pris la peine de trouver un monsieur ici, c'est un Irlandais, James Bombrey, pour rappeler que la communauté anglophone va toujours être présente, même si Hochelaga Maisonneuve, c'est le plus francophone de tous les quartiers de Montréal, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours eu à environ 10% de la population qui était anglophone principalement. Et vous avez le monsieur en haut à droite, lui, c'est peut-être le plus important politiquement parlant, c'est monsieur Raymond Préfontaine. Raymond Préfontaine, c'est lui qui va encourager l'annexion de la ville de Maisonneuve. Aussitôt que la ville atteint 4000 habitants à peu près, là, il va revendiquer l'annexion carrément à Montréal. Et on va comprendre que dans sa démarche politique, il voulait que les Canadiens français prennent le contrôle du comité exécutif de la ville de Montréal, parce qu'à l'époque, au milieu du 19e siècle, la ville était dirigée par la communauté d'affaires anglophone. Alors évidemment, comme aujourd'hui, hein, ils ont servi de modèle à ce qui se passe aujourd'hui, on donne des contrats à qui? Hein, à nos amis. Alors, si les Anglais contrôlaient la ville de Montréal, ils donnaient des contrats à leurs amis. Alors, l'Est ne se développait pas vraiment comme l'auraient souhaité certains Canadiens français qu'on voit ici. Alors, on va voir qu'il va y avoir une véritable lutte de la bourgeoisie canadienne française avec et contre la communauté d'affaires anglophone. Et ici, c'est un monsieur Dufresne, mais lui, il n'a strictement rien à voir avec la famille Dufresne dont je vais parler tantôt, mais qui était peut-être le trésorier du village. Là, on voit déjà, on est au début du 20e siècle, puis on voit apparaître des infrastructures ferroviaires. En 1876, le Canadien Pacifique, il faut le dire, c'est eux autres qui avaient le monopole de ce nouveau moyen de transport.
qui était le chemin de fer. Alors, ils contrôlent pas mal tout. Mais la communauté, ben, la bourgeoisie canadienne-française va vouloir aussi concurrencer le Canadien Pacifique. Là, ils vont créer des compagnies de chemin de fer. Le premier qui va être créé, ici on voit le Canadian Northern Québec Railway, là, mais au tout début, c'était le QMONO. Le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. C'était les noms assez bizarres qu'on donnait au chemin de fer. Et évidemment, on va essayer de concurrencer le Canadien Pacifique. Quand vous allez aller sur le terrain, là, on ne les voit plus. Il reste quelques rails ici, là, à peu près, mais le reste a été enlevé dans les années 1940 à peu près. J'ai une petite question. Depuis Oui. tantôt, toutes les cartes sont en anglais. Est-ce que c'est parce qu'il y avait juste les anglophones qui... Oui. Ben, il y a M. Pinsonneau, il y avait quelques francophones, mais les compagnies, ça c'est des cartes des compagnies d'assurance, c'était des cartes géographiques qui sont relativement fiables, assez fiables, et c'était la compagnie M. Gould. OK, donc c'est des cartes liées à des... c'est ça, aux compagnies d'assurance. Juste pour vous donner un petit exemple, ce qui est en rouge, ça c'est tout en briques, ça c'est en bois. Parfois on voit apparaître du gris, bien là c'est ce qui va être en ciment ou en bloc de béton, mais ça va être un petit peu plus tard. Alors vous voyez tout le potentiel d'incendie qu'il y a là-dedans. Toutes les sheds, là. C'est ça. Il y a une autre question? Et dans les cartes Oui. d'occupation du sol que je trouvais à la cartothèque de Lucan, alors je ne sais pas qui les a faites, mais c'est assez drôle parce que entre 78 et 80, quelque chose comme ça, il y a écrit parking et après il y a écrit stationnement. C'est comme, je sais pas, tout n'est pas en anglais. Après la loi 101. Les rues sont en français, enfin voilà, mais il y a des petits mots qui changent comme ça, de parking à stationnement, puis stationnement reste après, jusqu'en de la dernière date que j'ai, c'est 90. L'utilisation de l'anglais est dominante jusqu'au milieu du 20e siècle à peu près. Mais pourquoi que les Canadiens français n'ont pas fait un mouvement pour changer ça? Oui, ils l'ont fait, mais ça va se faire. Ça va se faire à partir des années 1960 à peu près, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. C'est la période où les Canadiens français vont se donner des partis politiques plus nationalistes, si tu veux, qui vont revendiquer plus de droits et plus d'intentions pour conserver et protéger la langue française. En fait, c'est juste fascinant, je m'excuse. Comme Oui, non, ben, allez-y. Ben oui. Ce qui est fascinant, c'est que les premières cartes, qui sont celles de Champlain, sont en français. Donc là, on part du français, on va vers l'anglais, puis on rebascule vers le français. Il y a comme un jeu intéressant de voir un jeu du régime français au régime anglais. On voit vraiment que comment les cartes se transforment. Elles-mêmes deviennent des même marqueurs temporels et historiques. Voilà, même la rue Notre-Dame, elle va changer de nom parce qu'au régime anglais, après la conquête, ça s'appelle Saint Mary Road. C'est plus tard, on va franciser des noms de rue. Alors, on est toujours, évidemment, là, on a retrouvé une illustration de la première gare d'Hochelaga. Alors, c'est ça, on n'a pas de photo, mais c'était ça. Elle était toute en bois et en 1880, comment dire, donc, elle va brûler. Alors, elle va passer au feu. On va en construire une autre qu'on va voir tantôt. Et ce personnage-là, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de l'identifier? Curé Lapin. Oui. C'est mon art. Oui. Il me semble même à Paul Desmarceaux à télé. Alors, le curé Labelle, bon, il traîne évidemment une légende d'un grand développeur. Lui, il va, avec évidemment son ami, M. Chapelot, qui était premier ministre du Québec, il va avoir comme le mandat de développer, de coloniser les terres non colonisées du nord de la province. On parle des Laurentides, là, hein, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, ce genre de Saint-Jérôme, entre autres. Alors, et il va justement participer au développement du chemin de fer jusque dans les Laurentides. Et c'est là que Jean-Damien Rolland va obtenir des terres à côté du bois. Hein, évidemment, les forêts sont pratiquement vierges. Alors, il y a sa matière première là. Il va pouvoir développer sa papeterie. Et lui, il va créer différents villages un peu partout dans les Laurentides, jusque dans le bout de Mont-Laurier. Et le curé Labelle, c'est ça, il y avait ce mandat-là. Puis ça aidait aussi à empêcher la grande migration qui va commencer. Les Canadiens français vont commencer à immigrer vers les États de la Nouvelle-Angleterre parce que l'économie n'était pas à son meilleur ici.
Et toujours dans le monde du chemin de fer, il y a un phénomène qui va se passer, c'est que je parlais tantôt du QMO-NO qui veut concurrencer le Canadien Pacifique, mais pour faire de l'argent, il faut faire affaire avec les États-Unis. C'est un gros marché. Donc, on fait quoi pour aller aux États-Unis? Il faut traverser le fleuve. Alors, il y a un pont. Quel pont? Non, là, tu devances. Tu fais de l'anticipation. Mais, Pont Victoria. oui, c'est ça. Il n'y a qu'un pont, c'est le pont Victoria. Et à qui appartient ce pont? Le CP. Il appartient au CP, au Canadien Pacifique. Alors, les gens du QMO-NO, ils voudraient bien emprunter le pont pour aller vendre. C'est ça. Fait que le Canadien Pacifique, il dit, bien sûr, je vais te permettre de passer sur le pont, moyennant. Alors, c'est prohibitif. Alors, les Canadiens français vont essayer de trouver, d'imaginer une façon dont on va faire affaire avec les États-Unis. L'été, on transfère les marchandises sur des barges, on traverse le fleuve. Puis l'hiver, il y a un monsieur sénégal qui a le mandat de trouver une façon de faire traverser le chemin de fer à travers le fleuve, sur la glace. Et il va réussir. Il y a eu combien de morts? 0. La première tentative, évidemment, la locomotive a coulé, mais ils ont remédié à la situation par, évidemment, c'était une prouesse d'ingénierie. Finalement, c'est toujours de répartir le poids sur la plus grande surface. Et comme les chemins de glace, l'idée, c'est que tu creuses toujours des trous pour que l'eau déborde. Alors, plus l'eau déborde, plus ça épaissit la glace. Donc, plus de résistance. On répartit le poids sur une plus grande surface, alors c'était possible. Alors, pendant 3 ans, ils vont... le train va traverser le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Longueuil, puis ils vont faire affaire avec les États-Unis. Ils vont rentabiliser suffisamment le chemin de fer pour pouvoir s'en débarrasser. Finalement, ils vont le vendre, et éventuellement, c'est le Canadien national, le Canadien Pacifique qui va mettre la main dessus plus tard. Mais c'était quand même intéressant de voir qu'il était quand même audacieux à l'époque. Il essayait de trouver toutes sortes de moyens pour concurrencer. Oui? C'était à quelle date, approximativement? Ça, c'est 1880-1883, à peu près. Ce qui est fascinant, c'est que les ponts de glace, ça existe toujours. Dans le Nord, surtout pour aller vers les grands barrages, là, à partir du moment où les lacs sont gelés, c'est des ponts de glace. Là, oui, ils font des chemins de glace. Des ponts au sens c'est bon que vous souleviez ça parce que, évidemment, tout autour de l'île de Montréal, des ponts Victoria, le prochain pont, après, ça va être le pont Jacques-Cartier. Lui, il est construit dans les années 30, fin des années 20, début des années 30. Alors, tout le reste du temps, les ponts, on faisait des ponts de glace sur le fleuve. Gelait bord en bord à l'époque, pas comme aujourd'hui. Et on construisait ces chemins de glace-là, et même que dans Mercier, vous parlez de Mercier tantôt, dans Mercier, dans Hochelaga, ce qui annonçait le printemps, jusque dans les années, même 1960, ce qui annonçait le printemps, c'était pas l'hirondelle. C'était le brise-glace. Le brise-glace venait... Parce que, évidemment, quand le printemps arrivait, la glace fondait sur le fleuve. Mais les ponts de glace étaient tellement épais, tellement larges, que ça prenait beaucoup plus de temps à fondre. Et les navires ne pouvaient pas venir accoster. Alors, il fallait les briser avec des brise-glaces. Alors, c'était comme un événement saisonnier. Là. Ça arrivait une fois par année, au printemps. Alors, j'ai eu même des témoignages de personnes à l'époque qui quittaient l'école. Il n'y avait pas d'école. Ils sortaient des classes, puis s'en allaient au bord du fleuve, puis ils allaient voir le brise-glace qui s'annonçait, avec la sirène et tout ça. Alors les gens se ramassaient au bord de l'eau, puis saluaient le brise-glace. Quand ils brisaient le chemin, là, voilà, le printemps est arrivé. C'était vraiment un événement. Oui, c'est ça. Un grand spectacle à grand déploiement. Vous avez ici une photographie des années 20. Du territoire que je montrais tantôt, là. C'est-à-dire, ça ici, là. C'est une vue d'Hochelaga, le sud-ouest d'Hochelaga, le chemin de fer du Canadien Pacifique qui est toujours là. Il est toujours là.
À l'époque, le Canadien Pacifique avait même fait des ateliers de réparation. On appelle ça une roundhouse ici. Les locomotives venaient, puis ils pouvaient les réparer. Ça a été démoli depuis. Ici, c'était la Montréal Gas Works. Aujourd'hui, c'est Gaz Métro. Ils sont encore là. Ils sont restés là depuis le 19e siècle. Derrière, c'est le Mont-Royal. En arrière, oui, ça. Alors, donc, c'est quoi? C'est pris d'une montgolfière, la photo? Ben ça, si ça a été pris dans les années 20-30, il y avait des avions, des hydravions qui offraient de photographier, de faire des prises aériennes. Et ici, ben c'était, on s'est demandé c'était quoi, c'était une usine ou c'était une powerhouse qu'ils appelaient, sur les cartes, ça c'est une powerhouse, c'est-à-dire qu'on fabriquait l'électricité. L'électricité, c'était fabriqué avec du charbon à l'époque. Donc, les tramways, tout ça, la prise électrique qu'il y avait dans les maisons, on commençait, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ben, c'était fourni par l'électricité au charbon. Et on va voir plus tard que la transformation de cette énergie-là sur le territoire. Et quand je vous disais tantôt que la gare d'Hochelaga, la petite gare qu'on a vue, qui est à Kyoto, qui a passé au feu, finalement, va être remplacée par la maison que vous voyez là, qui, elle, va être jetée à terre vers 1946 à peu près. Puis il y a quelque chose qui avait attiré mon attention sur cette photo-là, c'est ça ici. Là, quand on regarde comme il faut, on s'aperçoit ici la forme d'une locomotive. Alors, on est dans un quartier ouvrier. En tout cas, tu sais, on disait souvent, les femmes, on fait le lavage le lundi matin. Tu sais, ils faisaient le lavage le lundi matin. Mais je ne sais pas comment ils faisaient pour faire leur lavage avec ce fumée-là, mais enfin, la pollution, c'est pas d'aujourd'hui. On parle vers 1870, à partir du moment où Hochelaga devient une municipalité de comté, les industriels donc viennent s'installer. Plusieurs vont quitter le Montréal qu'on connaît à l'époque, le vieux Montréal d'aujourd'hui. Ils vont quitter pour venir s'installer en banlieue. Hochelaga, c'est la banlieue. Ben, tout ce qui est à peu près au nord de Sherbrooke, à l'ouest de Peel, puis à l'est de Berry, là, c'est la banlieue. Ce sont toutes des villes de banlieue. Mais c'est des champs aussi. Il y a beaucoup de champs, beaucoup d'espace. Donc, les industries qui veulent s'agrandir, se développer, vont pouvoir trouver ce qu'ils ont besoin. Et une des façons les plus efficaces, et Paul-André Linteau, il connaît très bien son domaine là-dessus, c'est de créer une ville, de créer une corporation, d'avoir une charte. Cette charte-là te permet d'emprunter. Fait que tu ne touches pas à ton argent, tu empruntes. Tu te remplis les poches, puis ensuite tu annexes ta ville, puis ça devient Montréal avec le temps. Et ce que je voulais dire, c'est que déjà vers 1870, le territoire d'Hochelaga c'est un territoire définitivement ouvrier. Il prend son identité à ce moment-là. On voit donc arriver des différentes manufactures. Qu'est-ce qu'on veut dire par manufacture? C'est quoi une manufacture? Un appel à tous. C'est ça. Donc, on fait appel à des ingénieurs? Non. On fait appel à des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'école. Parce que ça, c'est de la main-d'œuvre non spécialisée. Fait que le lien qu'on fait, c'est qu'on s'aperçoit que dès 1870, ce qu'on va vivre, le drame qu'on va vivre dans la désindustrialisation des années 1980 est directement relié à l'identité du territoire. Mais à l'époque, donc, on commence l'industrialisation, on voit apparaître la McDonald's Tobacco. Tu sais, souvent, on dit que c'est le territoire du Fier-Monde, du musée du Fier-Monde, parce que... Mais à l'époque, elle était sur le territoire d'Hochelaga à cause des frontières. Il y a la Victor Hudon, la filature Victor Hudon. Ça, c'est M. Victor Hudon, c'est une photo de McCord. C'est un Canadien français. Puis, on va s'apercevoir que lui, il va construire une filature importante. C'était une industrie extrêmement importante, le coton. Et avec d'autres associés, il construit ça. Ça va faire travailler plus de 1000 personnes, femmes et hommes.
Vous avez compris le jeu de mots? Pas homme et femme. Femme et homme. Vous allez voir à quel point la femme au foyer, ça existe, mais pas vraiment. Mais lui, il va passer pour un héros national. Dans les journaux, on le déclare héros national parce qu'en construisant sa filature, il va offrir de l'ouvrage à 1000 personnes à peu près, donc c'est plusieurs, peut-être 300-400 familles qui vont s'installer dans Hochelaga. Donc, ils ne vont pas dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Alors, c'était très important. Et bon, vous avez à Montréal Gasworks ici, il y avait les abattoirs de l'Est, comme on appelait. Ça, c'est où est situé le Journal de Montréal aujourd'hui. Bon, c'était là qu'était situé... Toujours des abattoirs. C'était un autre type d'abattoir. Alors, et évidemment, les abattoirs étaient en périphérie de la ville parce que c'était absolument insupportable. Et ici, on a retrouvé des photographies. On n'a pas trouvé de photographies d'enfants parce que les enfants, évidemment, on dit femmes et hommes qui travaillaient, mais les enfants aussi étaient très sollicités. Et on a trouvé, il y a un photographe important aux États-Unis qui s'appelait Hines, je crois, qui va photographier des enfants dans les filatures de coton de la Nouvelle-Angleterre, dont faisait partie une grande recrue canadienne-française. Alors, on a pris ces photos-là pour imaginer, voici les ticus, les jeunes filles qui travaillaient dans les filatures de coton comme Victor Hudon, par exemple, à la fin du 19e siècle. Le travail des enfants était tellement important qu'on va même décréter une commission royale d'enquête. Il appelait ça la commission royale d'enquête sur les rapports entre le capital et le travail pour dénoncer justement le travail des enfants. Et de là, va avoir des lois qui vont être votées pour empêcher d'embaucher des enfants de moins de 12 ans, je crois. Parce que dans les témoignages, tu avais des enfants de 8 ans, de 9 ans. Donc, ils travaillaient pour aider leur famille. Et il y avait eux autres pas du tout à l'école, là, qui étaient complètement analphabètes. Un des plus importantes industries qui va s'installer, bien sûr, on a parlé du chemin de fer, mais ce sont les ateliers du Canadien Pacifique. À l'époque, au début du 20e siècle, genre 1903, ce sont les plus importants en grandeur ateliers d'entretien, réparation et fabrication de matériel ferroviaire. Et voilà, et ça, ce pont roulant-là est encore visible aujourd'hui dans ce qu'on appelait les Shop Angus. Ça, c'est un gros Provigo qui est là maintenant. Alors, ils ont gardé les ponts roulants pour rappeler... évidemment, ceux qu'on voit là encore, c'est ceux-là. Oui. Il y en avait deux, ils en ont gardé un, mais c'était... Il avait été repris par les Shop Angus, parce que là, les autres aussi, de toute façon, ils faisaient Ils faisaient quoi, Angus, c'est ça? C'était le chemin de fer aussi? Pardon? Angus? Oui. C'était quoi? Les ateliers Angus? Ouais, c'est ça, c'est les ateliers aussi, chemin de fer. C'est ça. Il il pouvait fabriquer une locomotive d'un bout à l'autre. Et même, il y a un monsieur qui a travaillé là très longtemps qui racontait que quand une locomotive était complétée, parce qu'il prenait les deux ponts roulants, mais il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, là. Fait que tu fais quoi pour te synchroniser? Les gars se synchronisaient à l'œil. Ouais, ils se synchronisaient. Puis là, ils faisaient ensemble. Ils levaient la locomotive, c'était égal, ils la déposaient égal. En tout cas, c'était des tours de force. Mais c'était un événement. Là, la locomotive sortait, fait que c'était comme... ils célébraient ça, en quelque sorte. Ici, vous avez le tramway qui dit chemin de fer. Évidemment, on va appliquer cette technologie-là dans les rues. Alors, on installe des tramways un peu partout à Montréal, qui vont succéder aux trolleybus l'hiver. Mais les autres, ça va être comme des petits trains. Vous avez celui de la rue Notre-Dame, qui est un des premiers qui va se développer. Ce personnage nous intriguait. Elle s'appelle Edith Maud Eaton. Ida Eaton, pour certains, qui vivait dans Hochelaga. Et on a appris que son père était un Écossais, M. Eaton, qui était comptable, et sa mère était chinoise. Et on est aux alentours de 1880 à peu près, puis on a trouvé ça dans un papier. C'est une famille sino-canadienne, finalement. Et Ida Eaton et sa sœur qui naissent dans Hochelaga, tout près de l'église anglicane Sainte Mary, qui est encore existante. Bien,
pas dans cette forme-là, là, parce que, attendez un peu, elle va brûler. Et on va en reconstruire une autre un peu semblable, qui est encore présente aujourd'hui. Donc, Ida Eaton et sa sœur vont quitter Hochelaga aux alentours de 1885, je crois. Ils vont émigrer aux États-Unis et elles vont devenir des écrivaines importantes sur la condition sino-américaine des femmes. Ou des femmes sino-américaines, pardon. Alors, elles vont écrire beaucoup dans des revues, écrire des articles sur la condition féminine des femmes orientales. Je parlais tantôt, évidemment, Raymond Préfontaine va être un instigateur pour faire annexer Hochelaga à Montréal pour les raisons que je vous ai données. C'est des raisons économiques et politiques aussi. Sauf que, évidemment, tout le monde n'était pas unanime, tout le monde n'était pas d'accord. Alors, il y a des gens d'affaires qui étaient à Hochelaga aussi, qui ont dit non, nous autres, nos terres, on veut pas que ça soit annexé à Montréal. Alors, ils vont reprendre la charte d'Hochelaga en 1883. Là, ça, c'est une date précise. Hochelaga est officiellement annexé à Montréal et eux décident de créer une nouvelle ville qu'on va appeler Maisonneuve, la ville de Maisonneuve. Donc, le territoire d'Hochelaga qu'on a vu tantôt, de la rue Iberville à Viault, va être coupé en deux à la hauteur à peu près de la rue Bourbonnière. C'est de quelques rues à l'ouest de la rue Pineuf, si on veut. Alors, ces terrains-là vont devenir ce qu'on va appeler la ville de Maisonneuve et plus tard la cité de Maisonneuve, parce qu'eux autres avaient une vision urbanistique très différente. Vous avez ici une vue à vol d'oiseau de cette ville que déjà on va essayer d'urbaniser avec un plan à peu près cohérent, ce que Montréal arrive encore difficilement à faire. Mais eux autres, ils vont quand même... vous allez voir tantôt à quel point il y avait une vision, puis cette vision-là, elle est concrète sur le terrain. Vous allez le constater. Voir à quel point il y avait... ils ont urbanisé une ville avec des plans bien précis. Alors, la ville commence modestement. Oui, mademoiselle? Oui. Oui, on va voir tantôt, surtout, on va parler du mouvement du City Beautiful. Vous allez voir. Oui, bien, c'est de ça que je veux parler, essentiellement. Oui. C'est une question de frontière, parce que les Chops Angus, maintenant, ça fait partie de Rosemont. De Rosemont. Vous avez parlé donc de la division Est-Ouest, là, oui. entre Hochelaga et Maisonneuve. Mais à quel moment c'est coupé de Hochelaga? Parce que, bon, là, ça se range. Vous disiez que ça allait jusqu'à Rosemont. Oui. Et là, ce secteur-là, ça fait partie de Rosemont maintenant. Ça s'est passé à quel moment les frontières vont changer? Elles vont changer souvent, mais je pense que c'est quand même assez tôt, Rosemont. C'est quand même assez tôt. C'est au début du 20e siècle. Mais je ne pourrais pas vous dire la date, à quel moment. Mais une chose est certaine, c'est que ce qu'on constate, c'est que ce soit dans Rosemont ou dans Hochelaga, les Chops Angus vont employer énormément de gens qui restaient autant dans Hochelaga que dans Rosemont. T'sais, on dit que les Chops Angus vont développer Rosemont, mais ils vont développer le nord d'Hochelaga beaucoup. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est 10 000 hommes là, qui travaillent là. Donc, c'est plusieurs milliers de familles des deux côtés, si on veut, des Chops. Là, Alors, la ville de Maisonneuve commence modestement en 1883. Ça, c'est une petite... c'est l'hôtel de ville avec les pompiers et la police. Ils étaient tous ensemble, question d'économie. Et je ne sais pas si vous connaissez la caserne Le Tourneux, le théâtre sans fil. Il s'est tué au coin de Le Tourneux et Notre-Dame. C'est exactement à cet endroit-là qu'était situé le premier hôtel de ville, poste de police et pompiers de la ville de Maisonneuve. Évidemment, Maisonneuve, on commence à paver les rues, on installe évidemment les rails de tramway. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui vont être mis dans les infrastructures. Évidemment, on veut développer une ville, puis on veut attirer les industries. C'est plus on attire les industries, plus ça va attirer les gens.
Plus on crée de paroisses aussi, plus les gens vont s'installer près des paroisses. Alors, ben, tous des exemples ici. Ça, c'est la deuxième caserne. Dès 1909, les industriels, vous allez voir dans le plan dans le plan d'urbanisme, les industries sont au bord de l'eau. Ils sont au nord de la Ontario. Entre les deux, il n'y en a pas. Ce qui n'est pas le cas d'Hochelaga. Hochelaga, on retrouve des usines un peu partout sur le territoire, mais pas dans Maisonneuve. On va vraiment essayer de séparer les zones industrielles des zones résidentielles et institutionnelles. Et comme on a vu tantôt, au coin de les Tournues Notre-Dame, le poste de pompier, c'est un peu loin pour les usines de la rue Ontario puis Rouen. Alors, ils vont exiger une deuxième caserne. Donc, c'est la caserne numéro 2. Aujourd'hui, c'est la Maison de la Culture Maisonneuve qui est située là. Alors, puis en plus, il faut se rappeler que la technique de construction, c'est le bois et la brique. Le béton et l'acier va apparaître plus au 20e siècle. Donc, tout ce qui est construit avant, c'est bois et briques, donc ça flambe assez vite. Alors, ça nous prend un poste de pompier pas loin. Et le personnage que vous voyez ici, c'est Charles-Aimé Reeve. C'est l'architecte. Il va faire beaucoup de bâtiments pour la ville de Maisonneuve, mais aussi pour la commission scolaire. Il va construire des églises, Saint-Nom-de-Jésus, plusieurs écoles. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est le grand-père de notre astrophysicien national, Hubert Reeves. Donc, il y a un mot d'ordre qui passe. On laisse faire l'orthographe. À l'époque, on voulait faire de Maisonneuve la Pittsburgh du Canada. Et on va y réussir. Ça va être réussi. Parce qu'en 1911, la ville de Maisonneuve est la 5e ville industrielle au Canada pour la production manufacturière, puis la 2e au Québec. Donc, on est mieux que Laval. Une des industries qui va s'installer, tantôt je vous ai parlé de la Powerhouse, on fait l'électricité au charbon. Mais dès le début du 20e siècle, on va développer la technologie pour fabriquer de l'hydroélectricité, c'est-à-dire de l'électricité à partir de l'énergie de l'eau. Alors, la première compagnie qui va réussir ça, c'est la Shawinigan Power, située à Shawinigan, bien sûr. Et ils vont importer, là, il va falloir trouver une façon, parce que là, on fabrique de l'électricité à Shawinigan, mais Montréal, quel beau marché. Fait qu'il faut transporter la ligne électrique. Et on va l'amener à Montréal par le biais de Maisonneuve. Et on va installer ici le bâtiment, on l'appelle la station numéro 1. C'est la première station qui va recevoir l'électricité produite par l'eau de la Shawinigan Power à Montréal. Alors, c'est Maisonneuve, qui est une ville, on va s'apercevoir que Maisonneuve était aussi une ville innovante. C'était vraiment les nouvelles technologies. Alors, on va fournir l'électricité par l'hydroélectricité. Et aujourd'hui, ce bâtiment industriel a été recyclé. C'est devenu une coopérative d'habitation. Ça a même gagné un prix d'architecture de recyclage, de restauration. Alors, le bâtiment est encore là, puis il sert à des fonctions de logement. Et, pardon? Situé sur la rue Orléans, un peu au nord de l'Ontario, entre Ontario et Rouen. Vous ne pouvez pas le manquer. Vraiment, son style architectural du 19e siècle est très, très conservé. Ici, c'est la première usine qui va s'installer. C'est-à-dire que la ville de Maisonneuve, comme beaucoup de villes de banlieue, pour attirer les entreprises, il faut leur donner du nanan, il faut du bonbon. Alors, les bonbons, c'est qu'on donne une subvention pour que l'usine puisse se construire. Et en plus, on leur donne des exemptions de taxes. Puis, à l'époque, là, les exemptions de taxes étaient de 20 à 25 ans. Fait que c'est quasiment une génération complète là, qui ne payait pas de taxes. Alors, on les attirait ici, mais ils donnaient comme condition, vous allez embaucher des gens de notre ville. Vous allez les travailleurs et les travailleuses, ça va être des gens de notre ville. Je pense qu'ils étaient obligés d'embaucher 50% des employés devaient résider dans Maisonneuve. Alors, la première qui va accepter, c'est la St. Lawrence Sugar, le sucre Saint-Laurent. Elle était située dans le Vieux-Montréal avant.
elle va passer au feu. Et tant qu'elle se reconstruit, on va s'agrandir. Fait qu'on va aller dans Maisonneuve, exemption de taxe de 20 ans. Alors, elle s'installe au coin de Pineuf et Notre-Dame, bord de l'eau. On voit tantôt la photo que je vous avais montrée. On est en arrière de St. Lawrence Sugar. Là, on est en 1910, là, à peu près, une vingtaine d'années, 15 ans à peu près à leur arrivée. Puis vous voyez les infrastructures portuaires qui s'en viennent, là, puis on construit les chemins de fer et tout ça pour recevoir, évidemment, les marchandises. Une autre partie de Maisonneuve. Maisonneuve va perdre son accès à l'eau assez rapidement. Déjà, début du 20e siècle, là, au Chalaga Maisonneuve, là, on n'a plus bien accès à l'eau. Et évidemment, vous avez des grosses industries, puis une des plus importantes, quasiment aussi importante que les ateliers Angus, c'est la Canadian Vickers. La Canadian Vickers, ça c'était un chantier maritime, ni plus ni moins, et ils avaient mis au point une cale sèche. Hein, une cale sèche, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire, c'est comme c'est une plateforme, un peu comme un sous-marin. Hein, on la coule, on remplit les ballastes, le bateau abîmé ou qu'il faut réparer arrive au-dessus, on vide les ballastes et la cale sèche soulève le navire au complet. Et comme ça, les ouvriers pouvaient travailler sous le navire et tout ça. Et on pouvait en plus on construisait des navires qu'on mettait à l'eau ici. Puis on pouvait réparer les navires. Évidemment, c'est une industrie qui va connaître une assez longue vie. Elle arrive vers 1910 à peu près, puis elle va fermer ses portes définitivement à la fin des années 80 dans le quartier. Alors, et évidemment, vous voyez comme ça prend beaucoup de territoire, beaucoup de terrain du bord de l'eau, ce qui explique que les gens avaient de moins en moins accès à l'eau. Une autre entreprise, la Dominion Ice. On est conscient que même si l'électricité arrive de Shawinigan, la technologie pour avoir un frigo n'est pas au point. Même si c'est inventé, il n'y a personne qui a accès au frigo. Alors, on conservait la nourriture dans ce qu'on appelle des glacières. Hein, c'est des petites armoires on mettait des blocs de glace. Et il y avait plusieurs entreprises qui fabriquaient des blocs de glace qui conservaient tout au long de l'été et qui distribuaient à la population. Et ici, cette compagnie-là, contrairement à la plupart qui allaient couper leurs glaçons sur le fleuve l'hiver, eux, ils vont créer, il y a un étang, il y a beaucoup d'étangs à Montréal, hein, il y a des ruisseaux qui ont été canalisés, tout ça. Il y a des étangs, là, il y a un étang dans le bout de la rue Le Tourneux, justement, puis pas loin du stade olympique, là, puis eux autres, ils s'installent là, puis ils disent, c'est dans une de leurs publicités, ils disent, c'est des glaçons qu'on fait dans de l'eau propre. Ça veut-tu dire que le fleuve est assez sale? Enfin, puis là, vous voyez, les infrastructures, c'était des grands entrepôts de bois, puis on entreposait les glaçons, les blocs de glace avec du branti. Le branti servait d'isolant et on pouvait conserver des glaçons là, jusqu'à l'automne. On pouvait distribuer encore. Quand l'automne arrivait, les gens mettaient leurs affaires dehors. C'était plus frais, fait qu'ils pouvaient conserver. On s'entend aussi que les gens ne faisaient pas une épicerie pour la semaine. Hein, c'était plus une épicerie au jour le jour. Alors, c'est pourquoi il y avait beaucoup d'épiceries dans les quartiers. Maisonneuve, ville innovante. On voit ici une compagnie française. Ce sont les Français qui vont mettre au point une nouvelle technologie. C'est la soudure. Parce qu'avant, on rivetait les plaques de métal. C'était riveté. Tandis que les autres vont mettre au point la soudure qui va faire fondre le métal à 1100-1200 degrés, puis là, on fait des soudures. Donc, cette nouvelle technologie-là vient s'installer à Maisonneuve. Maisonneuve, c'était, pour ainsi dire, la capitale de la chaussure. Quand on parle de manufacture tantôt, donc ça va être l'industrie, le textile est important, mais la chaussure va être encore plus importante. C'est l'industrie par excellence de Maisonneuve. Et on va retrouver plusieurs manufactures, je dirais entre 10 et 15 grandes manufactures, mais on a découvert dans des logements aussi. On a appris que jusque dans les années 50, il y en a qui fabriquaient des chaussures dans la maison. Fait que les gens allaient acheter des chaussures pour leurs enfants
chez M. Intel. Là, il faisait des chaussures. Et puis, tu avais les grandes entreprises comme ça. Genre Slater, il y a Rideau Chou, c'est français. Il y avait la Dupont. Il y avait la McDermott, il y avait la Dufresne. Donc, ceux et celles qui connaissent le musée du Château Dufresne, les frères Dufresne, c'est eux qui vont hériter de leur mère, Victoire Dussault, entre autres, de cette manufacture, la Dufresne Locke. M. Locke était un vendeur de cuir. Alors, on s'associe pour fabriquer des chaussures. Maintenant, c'est le CLSC au Chalaga Maisonneuve qui est situé à... Et on a démoli l'usine pour faire un CLSC. Puis le cuir, il était tanné où, lui? Parce que le cuir, tanner le cuir, c'est extraordinairement polluant. Normalement, on faisait ça. Donc là, le cuir pour toutes ces manufactures de souliers. Mais on sait que il y avait, on appelle Saint-Henri des tanneries. Je pense que Saint-Henri avait beaucoup d'entreprises de tannage de cuir. Probablement que M. Locke devait acheter son cuir là. Puis, ici, quelques photos, évidemment, d'ouvriers à l'intérieur de l'industrie de la chaussure. Ici, un monsieur bien portant. Fier de lui-même. Fier de lui-même. Et c'est une famille qui est redoutable. Est-ce qu'il y en a qui le reconnaissent? Bon, je vais dire un mot. Whippet. Viau, M. M. Viau. Charles-Théodore Viau va mettre au point, il va fonder la biscuiterie Viau, mais la biscuiterie Viau, à l'origine, est située presque dans le Vieux-Montréal. Là, on parle de la rue Saint-Hubert puis Saint-Antoine, là. Tu sais, où est-ce que la tranchée pour l'autoroute. Et il est à peu près situé là. Et il va être exproprié au début du 20e siècle pour la construction de la gare Vigée. Qui va servir éventuellement d'hôtel, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un projet. Mais la gare Vigée va être construite puis il va être déplacé. Il va venir s'installer dans Maisonneuve. Mais lui, Charles-Théodore Viau, on lui attribue beaucoup de choses, mais en réalité, il meurt en 1898. Il meurt jeune, mais c'est sa succession qui sont visionnaires, sont redoutables. Et déjà, une des premières choses qu'il va faire, c'est qu'ils vont céder une terre pour la construction de l'église Saint-Clément, de la paroisse Saint-Clément. Et l'église Saint-Clément va être construite par un des grands architectes québécois, Joseph Venn, qui lui-même va innover parce qu'il va construire la coupole intérieure. Il n'y a pas de colonne. Les églises ont des colonnes pour soutenir le toit et tout ça. Lui, il va faire un toit autoportant en béton. Fait que déjà, il va innover. Non seulement on donne un terrain pour la construction de l'église, on donne 5 000 $ pour la construction même de l'église et on va payer le salaire du curé pendant 3 ans. En tout cas, on voulait que ça marche. Hein? Fait que la famille Viau investit beaucoup. Et on a retrouvé, je ne l'ai pas mis la photo encore, mais je vais finir par la mettre. C'est une photo, on a une photographie. Tout ce qu'on voit sur les terres Viau, parce que la famille Viau possédait des terres à partir de la rue Sicard, dans ce coin-là, jusqu'à la rue Viau. C'est quasiment le tiers du territoire de la ville. Là. Et cette photo-là, on voit la petite église Saint-Clément, puis on voit une maison. C'est comme s'ils construisaient l'église avant qu'on construise des résidences, des maisons, puis on voit ça souvent. Alors, là, vous voyez des employés, l'usine. Bon, famille audacieuse, famille d'affaires, surtout d'affaires. Cette photo-là, quand on la regarde, ça a l'air de rien. Ça a l'air d'un tramway, des gens qui embarquent dans le tramway, qui est au coin de Notre-Dame, puis Viau, qu'on appelait la première avenue à l'époque. Déjà, l'idée de nommer ces rues des avenues, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième avenue, ça souligne déjà la vision qu'il y avait d'une création d'une ville. Et donc, Notre-Dame et Viau, ce qui a attiré notre attention, nous, c'était ça ici. Ce qui est écrit en arrière de l'arbre. C'est écrit Sulphur Spring. Donc, ruisseau d'eau sulfureuse. Il avait trouvé une source d'eau. Apparemment, il y avait du soufre dedans. Alors, on ne perd pas de notre temps, on ne diguidine pas, on embouteille ça, puis on vend ça. Alors, ils ont ouvert une boutique, puis ils vendaient l'eau sulfureuse. D'où leur réputation. Ouais.
Et il y a une autre particularité sur les terres de la famille Viau, ce qu'on appelle Viauville aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Viauville, moi je reste en Viauville. Viauville n'a jamais existé. Mais eux autres avaient l'intention de créer une nouvelle ville en retranchant de Maisonneuve une autre partie, une autre terre pour créer une autre ville de banlieue. Mais le gouvernement a refusé. Parce qu'on était dans une période où il y a eu une... Tu sais, on a entendu parler des fusions municipales il y a quelques années. Il y en a qui ont fusionné beaucoup, d'autres qui ont défusionné. Mais à l'époque, c'était pas ce nom-là, là. Mais entre 1883 et 1918, il y a eu comme 45 annexions de villes de banlieue à Montréal. Donc, Montréal est devenu Montréal qu'on connaît aujourd'hui en annexant des villes de banlieue, essentiellement. Et donc, dans cette tentative de ville de banlieue qu'on voulait appeler Viauville, on remarque ce type d'habitation-là. Viauville, c'est la plus grande concentration de résidences privées avec façade en pierre grise à Montréal. La plus grande concentration. On s'est demandé pourquoi. C'est qu'on a appris que la famille Viau n'était pas contente des services que Maisonneuve, probablement que l'égout n'arrivait pas assez vite, ou l'aqueduc, tout ça. C'est une des raisons pourquoi ils voulaient créer leur ville. Mais ils ont obtenu un règlement de zonage qui disait ceci, que toute construction sur les terres de Viau, toute construction devra avoir la façade en pierre de taille grise. Alors, c'est un règlement de zonage qui fait que cette partie du territoire est vraiment particulière. Puis, il y a un an ou deux, par une vue aérienne du territoire, on a découvert que la famille Viau possédait une carrière de pierre au coin de Viau et Sherbrooke. OK, là, on a compris. On a compris. Je veux dire, il était redoutable. Ici, évidemment, des institutions hospitalières. On sait que les hôpitaux n'étaient pas nationalisés. À l'époque, c'était tout privé. C'était une communauté religieuse. Alors, c'est ça. Elle s'occupait de différentes institutions hospitalières, des hospices, entre autres. Vous avez ici l'hospice qu'on appelait l'hospice Bourget. Là, c'était l'hospice de la Providence. Aujourd'hui, c'est toujours présent. Ça, c'est le pavillon d'éducation communautaire qui est là-dedans, qui est un incubateur de groupes communautaires, où est né, entre autres, l'atelier d'histoire, CIBL, la Marie Debout, le Chic Resto Pop. C'est tout né là-dedans. Donc ça, c'était sur au coin de Pineuf et La Fontaine. Okay. Ça, c'était Ontario et Lewin, ça a été démoli. Ça aussi, les deux autres aussi. Ça, c'était les hospices Préfontaine. Évidemment, la communauté anglophone, toujours présente, avait aussi leurs institutions hospitalières. Ça, c'était le George Moore Hospital. Et c'est toujours présent aujourd'hui. Cet édifice-là est toujours existant. Il a été modifié quelque peu, là, mais cette partie ici est encore très présente. C'est au coin de Sainte-Catherine et Notre-Dame, si vous voulez. Ça se peut? Pardon? Ça se peut, Sainte-Catherine et Notre-Dame? Oui, j'ai volontairement dit ça. Oui, ça se peut. Sainte-Catherine rejoint Notre-Dame. Oui, c'est ça. J'ai dit à quelqu'un qui va allumer et qui va dire ça ne marche pas, c'est parallèle. C'est comme René Lévesque et Notre-Dame. Oui, René Lévesque aussi. Ça se rejoint. Oui. Alors, vers le début du 20e siècle, quand on pense que vers 1883, il y a 20 ans d'exemption de taxes, c'est-à-dire les compagnies vont commencer à payer des taxes vers 1903, 1908, dans ces eaux-là. Alors, c'est à cette période-là que Maisonneuve devient prospère. Là, il y a beaucoup plus d'habitants. Il y a peut-être, je pense, c'est 20 000 habitants à cette époque-là, vers 1910-11. Alors, c'est beaucoup de taxes qui rentrent. Là, c'est une ville qui vraiment qui est une ville riche. Et le projet, justement, des hommes d'affaires canadiens-français va se traduire par ce succès. C'est un véritable succès. Et en plus de ça, c'est qu'ils veulent créer une cité modèle inspirée d'un mouvement urbanistique américain qu'on appelle le mouvement City Beautiful.
dont on s'inspire encore aujourd'hui. On veut s'en inspirer aujourd'hui là, pour faire de Montréal une ville verte. Là. Hein, les Green Lines, puis décorer les arbres, ça faisait partie de cette philosophie du City Beautiful. Donc, à Maisonneuve, on va s'y mettre beaucoup. Et vous avez ici un plan, c'est leur plan d'urbanisme qu'ils ont fait dessiner par M. Eugène Haberer, qui est un illustrateur. Hein. Dans les journaux, la photographie n'était pas encore très répandue, donc on illustrait. Et lui, il va dessiner une vue aérienne de ce que devait être la ville de Maisonneuve. Puis on remarque que les zones industrielles étaient donc plus... Hein, on a juste à regarder les panaches de fumée pour savoir où étaient les industries. Donc au sud, puis dans la partie centrale, ici au nord, il n'y avait pratiquement rien. Il y avait le parc Maisonneuve, qu'on voulait un parc grandiose. Ça, je l'appelle mon trio de Vera. Hein? En latin, on dit un trium vira, mais donc un trio de Vera. C'est les deux frères Dufresne, puis Alexandre Michaud, qui sont les leaders qui vont... Eux autres, ils ont vraiment une véritable vision de cette ville-là. Et Oscar, lui, dans le milieu, Oscar, c'est l'industriel comme tel, plus conservateur, mais en même temps, c'est un des fondateurs du journal Le Devoir. Il va aider Marie-Victorin pour la création du jardin botanique. Donc, c'est des mécènes. Marius Dufresne, lui, il va aller à l'école. Lui, il va devenir architecte-ingénieur. Et il va être à l'origine, entre autres, de plusieurs constructions. Hein. On parle de ce qu'on va voir tantôt, le marché Maisonneuve, l'hôtel de ville et tout ça. Mais il va travailler aussi sur beaucoup de ponts. Il va travailler sur le pont Jacques-Cartier. Il va s'occuper des piliers nord du pont Jacques-Cartier. Il va faire plusieurs ponts autour de l'île de Montréal. Il va même mourir sur un pont. Il va se faire une poutre sur la tête. Puis, et Alexandre Michaud, qui était le maire dynamique de l'époque. Et eux, ils sont immensément riches avec la manufacture de chaussures. Puis évidemment, ils créent la Dufresne Engineering et la Dufresne Construction pour pouvoir continuer à faire de l'argent. Et ils construisent leur résidence. Première résidence privée en béton armé à Montréal, ce qu'on appelle le Château Dufresne. Et récemment, la direction du conseil d'administration a dénommé le château pour l'appeler le musée Dufresne-Ninkiri, à cause de Guido Ninkiri qui a fait la décoration intérieure. Alors, c'est un cottage semi-détaché, qui est identique des deux côtés, bien symétrique. Bien, à l'extérieur, c'est complètement identique. À l'intérieur, la symétrie varie selon les influences de l'un ou de l'autre. Sinon, tu l'appelles ça un semi-détaché. Pardon? D'appeler ça un semi-détaché. Oui, bien, c'est ça, c'est deux maisons collées en réalité. C'était deux résidences. Il y avait chacun leur porte, puis ils se rejoignaient dans le cadre. Non, c'est ça, ils ne se rejoignaient pas à l'intérieur, c'était complètement séparé. Okay. Ben, il y a des potins qui disent que la femme d'Oscar ne parlait pas à la femme de Marius. Ils ne s'entendaient pas. Mais ça, c'est du potinage. L'utilisation du béton armé, pourquoi elle était si rare à Montréal? Ben, c'est parce que, encore une fois, c'est une nouvelle technologie. Sans aller trop loin dans l'urbanisme, parce que je n'ai pas fait mes études là-dedans, mais ce que j'ai appris en lisant là-dessus, c'est qu'il y a eu le grand incendie de la ville de Chicago qui a détruit à peu près, je ne sais pas, le quart de la ville, ou en tout cas, ça a été terrible. Et à partir de là, on va développer une nouvelle école de construction. Donc, l'acier va prendre sa place là-dedans, puis le béton armé aussi, dans lequel on va mettre l'acier. Évidemment, l'acier est une spécialité américaine. Ici, notre spécialité va être le béton, puis aux États-Unis, c'est l'acier. Le béton coûte moins cher que l'acier. C'est pourquoi, une petite parenthèse, aujourd'hui, toutes nos infrastructures routières sont en béton armé. On ne les faisait pas en acier, parce que Duplessis avait vendu notre acier, genre 1 cent la tonne aux États-Unis. Les autres fabriquaient les poutres, puis nous les revendaient à un prix de fou. Fait qu'en développant du béton armé, on a besoin de moins d'acier. Mais du béton, ça, on en a, par exemple. Fait qu'on a pu développer une technologie, une expertise dans le béton qui, faut le dire, aujourd'hui, est rendue en fin de vie. Mais déjà, à l'époque, on disait on conçoit en béton,
Mais ça va vivre 40 ans. Dans 40 ans, ça risque d'être plus très, très fort. C'est pourquoi on voit tous les chantiers d'aujourd'hui. Au lieu de l'entretenir au fil du temps, ils ont attendu la fin de vie avant de réagir. Donc, dans leur vision du site... On parle du pont Champlain, là. Oui, entre autres. Entre autres, là, parce que tous les piliers sont en train de se défaire. Oui, c'est ça. Mais l'échangeur Turcot, entre autres... les viaducs là, qui tombent les uns après les autres, tout ça. Donc, tout ça c'était pas planifié, mais c'était prévu par les ingénieurs de l'époque. Donc, dans leur vision du City Beautiful, la philosophie City Beautiful, c'est une philosophie où les gens ont, en quelque sorte, un peu droit à la beauté. Il faut aussi améliorer la santé publique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, l'industrialisation, les gens sont arrivés massivement. T'sais, même si ça s'est fait sur 40 ans à peu près, mais ils sont arrivés en très grand nombre, en très peu de temps. Il a fallu loger ces gens-là dans des maisons qui n'étaient pas conçues, n'étaient pas imaginées, pas en tout. Alors, les gens, il n'y avait ni bain, ni douche. Et la toilette, c'était la bécasse, la backhouse qu'on appelait dans l'arrière-cour. C'est sûr qu'à campagne, une bécasse, c'est pittoresque. Mais en ville, quand on a 200 dans un 1000 carrés, ben c'est des sources d'épidémies. Il y avait énormément d'épidémies de maladies. Alors, il fallait apprendre à vivre en ville, cette nouvelle façon de vivre, parce que, évidemment, les termes romaines de l'Antiquité, la Renaissance avait fait une croix là-dessus. Hein? Si ça avait été conservé, on aurait pu maintenir ces traditions de santé et tout ça, mais ça a été aboli à une certaine période, puis on était sale, disons-le. Alors, mais le City Beautiful va réfléchir là-dessus, puis il faut trouver des façons d'améliorer la santé des gens. Alors, donc, ici, on va utiliser, évidemment, à la mode le 20e siècle, on utilise le néoclassique, le style Beaux-Arts de Paris. Même les architectes américains vont aller étudier l'architecture à Paris pour apprendre ce style-là, c'est éclectique, c'est toutes sortes de styles, mais il y a beaucoup d'inspiration antique là-dedans. Vous voyez ici, le premier bâtiment, ça, c'est l'hôtel de ville. C'est-à-dire, on l'a vu, l'hôtel de ville, tantôt, quand on va le raser, on va faire une nouvelle caserne dessus. Et le deuxième hôtel de ville, on va le faire au coin de Pinef et Sherbrooke. Et c'est ce bâtiment-là qui est le seul bâtiment qui n'a pas été réalisé par Marius Dufresne. Il a été réalisé par Cajetan Dufort. C'est la seule fois que je vais dire son nom ici, mais on n'entend plus parler après. Et il va réaliser donc l'hôtel de ville. Le deuxième bâtiment qui, lui, va être construit en 1914. D'ailleurs, on essaie de souligner le centenaire du marché Maisonneuve à l'atelier d'histoire. Et ce bâtiment-là, donc, il est magnifique. C'est un bâtiment en pierre grise des quatre côtés. Souvent, les bâtiments, on fait la façade des côtés, mais l'arrière, on fait ça en briques. Mais lui, il y avait autant d'activités en avant qu'en arrière, parce qu'en arrière, il y avait le chemin de fer. Ça servait de gare, il recevait le bétail aussi en arrière et tout ça. On parle de santé publique aussi. Un des premiers marchés publics à recevoir un réfrigérateur. Donc, il y avait moyen de se payer ça. Là. Les premiers, c'est comme la radio, est créée en 1920, mais c'était le prix d'une maison. Fait qu'un réfrigérateur à cette époque-là, c'était une fortune. Alors, mais on va avoir un réfrigérateur pour conserver le lait, la viande, tout ça. Évidemment, empêcher le développement de bactéries. D'ailleurs, dans l'hôtel de ville qu'on a vu tantôt, il y avait un laboratoire de pasteurisation au sous-sol. On va faire appel, évidemment, on va faire beaucoup de place à l'art. Donc, on fait appel, entre autres, pour le marché Maisonneuve, à Alfred La Liberté. On va lui donner 20 000 $ à l'époque pour réaliser la sculpture de la fermière, qui est, il faut le dire, c'est de toute beauté. C'est magnifique. Un autre point de vue du marché, j'ai ajouté cet élément-là, c'est qu'on a découvert aussi que souvent le mot national revient dans plusieurs organisations et tout ça. Puis là, on a un club de crosse qui s'appelle le National de Maisonneuve. Vous avez le stade ici, à côté du marché Maisonneuve. Ça, c'était le stade de crosse. Et c'était le siège social du National. Et
à force de lire sur le national, on a appris que l'organisation qui s'occupait du national, ces hommes-là, vont être à l'origine de la palestre nationale. C'est-à-dire que comme je vous disais tantôt, que les Canadiens français voulaient pas compétitionner, mais démontrer que les Canadiens français, c'était pas des deux de pique, là, on est capable de réaliser des belles choses. Bien, ça va être pareil au niveau du sport, parce que le sport, les organisations sportives, les organisations athlétiques, c'est le fait des anglophones. C'est une culture anglo-saxonne. Côté francophone, on n'avait pas ça. Donc, on va s'inspirer des anglophones et on va créer nos propres clubs athlétiques. Et le national est un exemple de ça. Et on va donc faire construire... C'est Danse qui habite le bâtiment maintenant. Le bâtiment qui est là, c'était l'ancienne Palestre nationale qui va participer à développer des grands champions qu'on ne connaît pas, mais ils ont été des grands champions. Alors, c'était aussi dans le but d'améliorer la santé physique de la population. Nationale, là, elle est au coin elle est sur Avenue des Saint-Hubert et Chéri, je pense. Chéri. C'est Mais ça. est-ce qu'elle a été d'abord à Maisonneuve ou dès son origine, elle a été ici? Elle a été construite là Okay. à l'origine, mais les gens qui ont pensé au projet, c'était les gens du National qui étaient situés dans le stade de crosse. D'ailleurs, pourquoi la crosse? Parce que le hockey n'était pas très populaire à l'époque. Le hockey va devenir populaire un petit peu plus tard. Évidemment, un bain Maisonneuve, un des plus beaux bains au Canada. Le bain Maisonneuve, évidemment, santé. Hein? On permettait aux gens d'aller se laver. Hein? Les hommes une journée, les femmes l'autre journée. C'est ça. Parce que, juste une petite anecdote, dans l'Antiquité, justement, c'est que les hommes et les femmes pouvaient aller se baigner en même temps. Alors, c'est pourquoi, à la Renaissance, avec les montées religieuses et tout ça, on va mettre une croix là-dessus. Mais vous voyez, même au niveau de l'architecture, on essaie de rappeler un petit peu les termes romains de l'époque. Et la sculpture que vous avez ici, c'est aussi Alfred de la Liberté. Et quand cette fontaine-là est en action, le mannequin de pisse à côté de ça, là, ça accote 10 fois le mannequin de pisse. Non, c'est magnifique parce qu'Alfred de la Liberté, lui, il avait tendance à réaliser des scènes quotidiennes de la vie. Et ça, ces deux petits gars, c'est un petit gars qui est comme en bas, puis l'autre qui est comme ça, qui est debout. Puis quand ça marche, ben, l'eau sort de la main du petit gars qui est accroupi, puis elle rebondit sur la main du garçon qui est debout. C'est vraiment une mise en scène magnifique. Puis là, ben, ils sont pas capables de la remettre en état parce que il y a eu des moyens de pression des cols bleus, puis ils ont mis du ciment dans les tuyaux. Ça, c'est la grande intelligence de certains. Ça, c'est le bain public d'Hochelaga. C'est qu'Hochelaga, évidemment, est annexé rapidement. On sait que son plan d'urbanisme était so-so. Alors, c'était le bain public qu'on avait construit. Il était en bois, il était fonctionnel l'été seulement. Pardon? Il est pas mal moins beau. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ça fait contraste. Il va être même démoli en 1889. Puis on va en reconstruire un autre, mais... Ça, c'était situé où sur le... à quelle hauteur? Lui, il était situé... je n'ai pas parlé tantôt, mais dans le territoire d'Hochelaga, il y avait un centre-ville à Hochelaga qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le parc Désiré. Donc, tout était là. Il y avait un marché, il y avait le bain public, la police, les pompiers, tout était là. C'est ça, vers 1916-17, Marius Dufresne va pousser l'audace pour construire ce bâtiment-là. On s'entend que c'est pas du style Beaux-Arts. Est-ce qu'il y en a qui pourraient s'avancer et dire quel style que c'est? Ouais, moi j'aurais tendance à dire ça. Mais c'est à l'avant-garde de ça. C'est l'architecte qui a fait les plans, c'est le bâtiment ici. Lui, ça c'est le bâtiment des États-Unis, à Oakville, près de Chicago. C'est Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. Donc, Marius Dufresne est un admirateur. Il est très bon dans le Beaux-Arts de Paris, là, mais c'est un admirateur de Frank Lloyd Wright. Il va carrément copier les plans du Unity Temple, puis il va le reproduire à l'effet miroir.
reproduit 2 fois. Et il va ajouter évidemment la tour, parce que tout poste de pompier qui se respecte a une tour. Bon, une tour, pourquoi? Voilà, sécher les tuyaux. Oui, comme dirait mon grand-père, pour faire chasser les boyaux, mais aussi ça pouvait servir de tour d'observation, parce qu'il y a un feu dans le coin, mais on peut voir rapidement où c'est. Alors, il va ajouter la tour, puis effectivement, ça donne l'impression que c'est de l'art déco, mais avant son temps. Mais c'est un génie, ça. Frank Lloyd Wright, c'est un véritable génie. Mais en tout cas, fait que Marius Dufresne va construire ce bâtiment-là. Aujourd'hui, ce bâtiment-là abrite les derniers jours du Théâtre Sans Fil. Le Théâtre Sans Fil met fin à ses activités. Le bâtiment a été vendu à Saputo, le club de soccer de l'Impact. Alors, ils vont, d'ailleurs, on doit les rencontrer, mais ils sont vraiment, vraiment intéressés à mettre le bâtiment en valeur. Ça, c'est un bâtiment qui est unique. Et on a du Frank Lloyd Wright un peu partout à Montréal, mais de ce style-là, c'est le seul bâtiment qu'il y a. C'est où ça? Au coin de Le Tourneux et Notre-Dame. Mais comment ils vont faire pour le mettre en valeur avec Marjolaine? On s'est retrouvés là, un peu étonnés de voir cet édifice-là, mais écoute, à côté, c'est l'antique, Oui. Notre-Dame, c'est horrible, je veux dire, Oui. c'est une autoroute intérieure. Comment on va faire pour mettre derrière ce qu'il y a là? Je veux dire, c'est le port de Montréal, autour tout est barricadé, il y a un chemin de fer, il y a des clôtures surtout, on voit strictement rien. Comment ils vont faire pour valoriser ça? Il faut faire preuve d'imagination. Mais il y a des réflexions qui sont faites. Le port de Montréal est intéressé à collaborer, mais c'est sûr que collaborer pour lui, c'est pas déménager. Ils ne bougeront pas. Le port de Montréal, c'est un autre pays, on s'entend. C'est Canada. Eux autres, ils ne bougeront jamais. Au contraire, ils vont se développer. Mais ils sont prêts à créer un genre de dialogue. Un dialogue en termes, on parle un terme urbanistique, là. C'est-à-dire de créer peut-être des points d'observation, des liens avec le quartier, pour que les gens puissent avoir la vue sur le port et le fleuve. Déjà, d'avoir accès au toit de la caserne, s'il y avait quelque chose de ce genre-là, les gens pourraient effectivement exploiter ça puis avoir une vue. Parce que c'est pas inintéressant un port. C'est-à-dire avec toute la machinerie qu'il y a là, les couleurs, tout ça, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Donc, c'est ce genre de dialogue-là qui est en train de se faire, de réfléchir. Et Saputo ont l'intention de travailler sur ce point-là et ils vont créer 4 terrains de soccer. Puis, il y a peut-être moyen, dans le fond du parc Champêtre, de créer un genre de belvédère assez large pour que les gens puissent y avoir accès. Et nous, on a poussé l'audace à proposer éventuellement, pourquoi pas, un viaduc Green Line au-dessus de la rue Notre-Dame qui lierait le parc Morgan au parc Champêtre. Donc, les gens pourraient partir du fleuve à pied ou en bicycle, puis ils pourraient remonter ainsi jusqu'au parc, jusqu'au jardin botanique. Ça se ferait en ligne droite. Alors, en tout cas, il y a des réflexions là-dessus. C'est sûr que ça peut prendre 40, 50 ans. Donc, on ne sera plus ici. Mais il y a peut-être une amorce de réflexion qui va un peu dans ce sens-là. Nous, dans les années 80, on avait développé un projet, on appelait ça le CIDU. On voulait prendre la caserne qui était abandonnée à l'époque, puis on voulait appeler ça le Centre d'interprétation industriel et urbain. Ouais, CIDU. Ouais, du développement industriel et urbain. Et on avait proposé d'abaisser la rue Notre-Dame à partir de Pineuf jusqu'à Villot. Puis de relier. Là, on nous a traités de fous à l'époque, puis ça n'a pas changé. On est encore des fous. Mais ça s'est fait ailleurs. Là. À Boston, en fait. Oui, à Boston. Ils ont investi. Tout le monde est content à Boston. Là, puis là, maintenant, Boston, c'est rendu le symbole par excellence de la nouvelle. La nouvelle urbanisme. Du nouvel urbanisme, c'est ça. Puis, tout à fait. Nous, on a encore le droit à l'autoroute. Oui, puis dans l'Est de Montréal, on n'a droit à rien. À rien. Gérald Tremblay, ses dernières paroles avant de se faire mettre à la porte, là, il avait dit le budget qui était prévu pour la rue Notre-Dame dans l'Est a été déplacé à Turcot.
Il n'y a rien qui va se faire dans l'Est avant 20-25 ans. Ce bâtiment-là, le reconnaissez-vous? C'était aussi dans les plans de Marius. C'est pas là où juste à côté. Non. Il n'a jamais été construit. C'est le poste, c'était le bureau de poste qui était prévu d'être en face du bain Maisonneuve qu'on a vu tantôt. Ils l'avaient prévu en face, mais ils n'ont pas pu le faire parce que, c'est ça, déjà 1914, Première Guerre mondiale, l'économie ne va pas trop bien. Eux autres, ils dépensent comme des malades pour faire une ville grandiose, une cité modèle. Donc, tu dépenses tes revenus. Fait que, en plus, tu rajoutes là-dedans un scandale spéculatif pour le parc Maisonneuve. Alors, ça a fait que la ville a été annexée à Montréal. Et Montréal a annexé avec grand plaisir la ville de Maisonneuve, sauf la dette. Mais de force. Pardon? De force. Non, Montréal était très content. Ils ont annexé les actifs. Non, mais je veux dire, Montréal a annexé Maisonneuve de force. Oui, c'est un décret c'est le gouvernement du Québec. Ouais. C'est le gouvernement du Québec qui a décrété la faillite de la ville de Maisonneuve. Donc, ils ont annexé les actifs, mais le passif a été taxé. C'est-à-dire qu'on a créé une surtaxe que les citoyens de Maisonneuve ont payé pour rembourser la dette. Parce que Montréal ne voulait pas annexer la dette. Mais cette structure, cette proposition des bâtiments, c'était une copie des bâtiments parisiens avec Oui. la vitre, les structures du fer et du Oui. vitre. Oui, plus on en apprend sur Marius Dufresne, plus on s'aperçoit que toute l'influence architecturale, artistique, c'est de l'éclectique français. Il n'y a pas grand-chose d'anglo-saxon. Même dans leur résidence, souvent on a l'impression que si vous avez visité le château Dufresne, dans des pièces qu'on pense que c'est de style Tudor ou ces choses-là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment à 100% éclectique français. Il était vraiment inspiré par la France. Fait que c'est pour ça qu'on ne trouve pas ça ici à Montréal. Le temps file, il est déjà bientôt 3h30. Oui, d'accord. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est Une pause? peut-être prendre une pause, procéder à l'évaluation, puis ensuite poursuivre par la suite, puisqu'on a des petites paperasses à faire. Donc, si Oui. Donc, est-ce que ça te convient? Ah, moi, il n'y a aucun problème. Okay. Ça convient à tout le monde. On va prendre un petit break, donc pause clope pour ceux qui en ont besoin, puis on poursuivra par la suite. Parfait. Donc, je vous laisse donner les directives pour l'évaluation. Je ne sais pas trop comment. Après la pause. Oui, après la pause. Je savais pas qu'il y avait des évaluations dans les groupes de recherche. Désolé, on va. Bon, on va peut-être, c'est ça, se ramasser pour ne pas être trop long. Puis là, on va comme embarquer sur la deuxième et la troisième, le temps de l'histoire du quartier. On a passé beaucoup de temps sur le premier temps, mais ça vous donne une bonne idée des assises sur lesquelles va se construire ce territoire-là, ce quartier-là, cette population-là aussi. Alors, évidemment, après l'annexion en 1918, c'est évidemment un seul et même quartier. Maisonneuve et Hochelaga ne font plus qu'un maintenant. Alors, ils vont vivre les mêmes choses. On sort du City Beautiful, c'est fini. C'est-à-dire en passant, à Maisonneuve, c'est le concept du City Beautiful le plus accompli au Canada. Il n'y a pas une ville au Canada qui a appliqué ce concept urbanistique-là mieux que Maisonneuve. Mais, comme je vous dis, avec l'annexion, c'est terminé. Ça va être un quartier comme les autres. Oscar Dufresne et Marius vont continuer leur vie pareil en développant la Dufresne Engineering, la Dufresne Construction. On voit Oscar au pied d'un des piliers du pont Jacques-Cartier. Leur résidence continue à évoluer, les gens continuent à travailler, les commerçants de la rue Sainte-Catherine et Ontario continuent évidemment leur vie. On voit apparaître des nouvelles institutions aussi, des anciennes qui sont toujours là. On pense entre autres à l'école Barry qui, elle, va
c'est sa vie bientôt. On s'est battu beaucoup pour la protéger, mais les politiciens très habiles avaient déjà pris leurs décisions avant même. Et voilà, donc plusieurs de ces bâtiments-là vont disparaître, beaucoup restent. La plupart de ce qu'on voit là présentement, les institutions religieuses sont toujours bien présentes, à tel point que même Saint-Nom de Jésus, dont on voulait vendre l'orgue, le 6e plus gros orgue au monde, il est plus gros que celui de la maison symphonique, soit dit en passant. Bien, l'Église vont tenter de réouvrir à partir de fin décembre, début janvier 2015. Et c'est quelle église? J'ai mal entendu. Ça, c'est l'église Très Saint-Nom de Jésus. C'est ça. Mais Saint-Clément fait partie d'un projet immobilier. Saint-Rédempteur, toujours présente, mais plus fragile. Le Chic Resto Pop, évidemment, va vivre là plusieurs années. Nativité d'Hochelaga est bien protégée encore. Il y a les églises, celle-là est disparue, l'église des Irlandais. Ça, c'était Saint Aloysius. Il y avait une communauté irlandaise aussi dans Hochelaga. L'église anglicane, plus petite. Les petites églises, en général, sont plus faciles à convertir que les grosses. D'autres usines vont apparaître, comme ici, Lavaux, qui va acheter l'eau de la Parisienne, va être inaugurée par le curé en 1950. Il bénissait ça, ici, la B.J. Coughlin, qui était une grande entreprise ferroviaire au coin de Darling et Ontario. Fait que les poules Darling là, vont... Le bowling. Bowling Darling va remplacer ça. Nette amélioration. La grande majorité des photographies qu'on a, les photographies anciennes prises dans des usines, la grande majorité, ce sont des femmes qui travaillent. Les hommes aussi, on sait qu'ils sont très présents, mais la femme a toujours été très présente. Elle n'était pas en minorité comme travailleuse. D'ailleurs, la première grève dans le domaine du textile, 1880, c'est les femmes qui la provoquent à l'ancienne Victor Hudon dont je parlais tantôt. C'est les femmes qui vont provoquer la grève, qui vont sortir. Bon, évidemment, le Taxi Boisjoli, c'est la première compagnie de taxi officielle à Montréal en 1922. Un bonhomme ingénieux comme Joseph Armand Bombardier va vouloir dompter la neige en région en créant le skidoo. Arthur Sicard, lui, il va dompter la neige en ville en créant la souffleuse à partir de la technologie d'une moissonneuse-batteuse. Alors ça, c'est fait sur la rue Sicard, puis il va être là longtemps. Évidemment, les Vio, Air Liquide continue. La chaussure dans les années... c'est sûr que la crise économique des années 30, ça n'a pas été drôle, ça a mais ça a provoqué la fermeture de plusieurs entreprises. Mais la Parisette, elle va naître dans les années 40, puis ils vont chausser 50 millions de petits pieds d'enfants en Amérique du Nord. Et c'était dans le quartier aussi. Petite vue, tramway autour des années 50 sur la rue Sainte-Catherine, à l'époque où la rue Sainte-Catherine était très vivante. Bon, la crise, évidemment, des années 30, c'est une photo tout le monde connaît. Pendant la crise, évidemment, on va, à l'image du New Deal américain, on va créer des programmes d'employabilité. La Ville et le gouvernement du Québec vont créer des projets d'infrastructure. Harper a fait ça en 2008, là, des projets d'infrastructure pour donner de l'emploi. Mais ça va être fait systématiquement à Montréal, entre autres. Et le Jardin botanique est un projet d'employabilité où on va embaucher 2000 chômeurs pour construire le Jardin botanique. Donc, il n'a pas coûté trop cher. La Bolduc, évidemment, qui, elle, arrive dans le quartier dans les années 30, pendant la crise, va faire première grande vedette officielle du Québec. Alors, elle habite rue Le Tourneux, dans le quartier. Elle va être soignée à l'Institut du Radium, qui est devenu l'hôtel de ville de tantôt. Elle va mourir d'un cancer dans le quartier. La conscription durant la Seconde Guerre mondiale va provoquer quelques échauffourées. Des gens vont dire, lui, c'est non, il est contre la construction. Même Camillien Wood va se faire enfermer. Ça, on est au marché Maisonneuve ici. Là. On remarque les étals un petit peu plus bas.
quand même, les gens, beaucoup de volontaires vont s'enrôler pareil. Ça, c'est la gare Maisonneuve qui était située à quelque part au coin de Théodore et dans le coin de rue Rouen. La Canadian Vickers augmente sa vocation. Elle s'occupe non plus seulement de navires, mais va créer des avions. Ils vont même se spécialiser dans les hydravions. Les années 20, les années 30, c'était les belles années des hydravions. On pouvait atterrir dans l'eau, donc à peu près n'importe où. Pas besoin de piste d'atterrissage toute faite. Mais évidemment, les hydravions vont laisser leur place. Les premiers avions de brousse vont être construits à la Vickers. Et la Vickers n'a même plus assez de place, est obligé de créer un plan à Ville-Saint-Laurent et ça va devenir Canadair. Donc, la Vickers est l'ancêtre de Canadair pour la construction des avions. Vous voyez ici, bon. Et durant la guerre, bien sûr, avec la Vickers, les deux ensemble, Vickers, Angus, emploient 20 000 hommes. Durant la Seconde Guerre mondiale, avec les contrats de guerre. Et au Shop Angus, on fabrique un char d'assaut qui est exclusif à l'armée russe. C'était le char d'assaut Valentine. C'était un mandat spécial. Alors, au Shop Angus, on cesse la construction de locomotives. On fait juste les entretenir, mais on construit des chars d'assaut. Mais pour l'armée russe? Pour l'armée russe, oui. Il fallait aider les Russes à l'époque. Là, ils étaient bien mal pris. Il était capable de les acheter? Non, mais ça m'étonne parce que, comme justement, en effet, la Russie avait d'importants problèmes, entre autres, avec la guerre avec l'Allemagne. Comment ils faisaient pour acheter les mon Dieu, il y a sûrement eu des deals. Ouais. Parce qu'ils ont même fourni, les Américains ont fourni des escadrilles complètes d'avions à l'armée russe. Et c'est ça, on voit un peu l'éventail de types de construction qu'il y a dans le quartier. Hein. Il y a évidemment les premiers logements ouvriers à 2 étages, les toits mansards, escalier à l'intérieur. Ensuite, l'escalier va sortir à l'extérieur pour gagner un petit peu de place à l'intérieur. Les gens ont leur propre porte. Les gens venant des campagnes aiment bien ça être chez eux. Ensuite, le 3 étages avec la porte cochère, évidemment, qui permettait aux gens d'amener les chevaux dans l'écurie à l'arrière-cour. Ici, vous voyez un triplex, un 3 étages en construction déjà. Et quelques maisons bourgeoises, la rue Pineuf. La rue Pineuf, c'était la rue de la bourgeoisie. Si vous promenez là-dessus, c'est là qu'on voit les plus belles maisons. Dans Viauville, il y en a des très belles aussi, mais c'est surtout sur Pineuf. Puis ici, les fameuses Wartime House qu'on appelle. Souvent, les gens appellent ça la maison des vétérans. Mais ce n'est pas des maisons de vétérans, c'est des maisons de guerre. C'est-à-dire qu'on construisait ces petites maisons-là avec les matériaux les plus cheap possibles parce que tout était réquisitionné pour la guerre, mais c'était pour loger ceux et celles qui travaillaient dans l'industrie de guerre. C'était surtout pour ça au départ. Elles étaient vouées à être démolies lorsque la guerre se terminerait. Mais évidemment, au retour de la guerre, il y a eu une crise du logement sans précédent. Alors, on les a conservées, on les a même améliorées et on les a vendus à des vétérans, entre autres en premier, à ces familles-là. On passe sur une longue période. C'était le plein emploi, les années 40, la guerre, les années 50. Fait que ce n'est qu'à partir... Dominion Textile va commencer à fermer une usine au début des années 50. Ensuite, ça va commencer dans les années 60. En plus, le quartier va se transformer. Il y a eu un projet au début des années 70. Le gouvernement Bourassa avait décidé de faire l'autoroute Ville-Marie, l'autoroute à Suez, qui arrête maintenant à Delormier. Mais il prévoyait à l'époque, et ça c'était prévu dans les années 40, là, de faire cette autoroute-là qui irait rejoindre le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine. La 25 qui rejoint la 20, l'autre bord. Et évidemment, eux autres, pour ce faire une autoroute, il faut démolir. Alors, on va entreprendre la démolition. Il y a eu beaucoup de démolitions. Ceux qui ont vu l'exposition au Centre d'histoire de Montréal, les quartiers disparus, le centre-ville va être très affecté pour les infrastructures routières. C'est que ce qu'il faut comprendre, une petite image qui résume bien tout, après la Seconde Guerre mondiale, l'économie nord-américaine va être assise sur 3 affaires. Le crédit,
le pétrole, de véhicules à moteur. Alors, toute la richesse va se faire avec ces 3 mamelles. Alors, les autos, il faut en construire, puis beaucoup. Donc, ça prend des routes, donc des infrastructures routières. Alors, les infrastructures routières dont je parlais en béton, puis toutes ça, les autoroutes, puis ça va être construit durant cette période-là, à la fin des années 50 jusqu'en 1967, jusqu'à l'exposition universelle. Mais pour construire ça, il faut démolir ce qui est sur notre chemin. Alors, les maisons de la rue Notre-Dame, entre autres le couvent ici, vous voyez, ça, c'est des maisons de la rue qui étaient sur la rue Notre-Dame, qu'on va démolir pour faire place à cette magnifique cicatrice urbaine qui est la rue Notre-Dame. Et ce que ça a provoqué, ce que, évidemment, eux autres, ils n'ont pas vu, c'est qu'en démolissant la rue Notre-Dame, donc 1200 logements, je pense, non, 800 logements, 1200 familles. En démolissant la rue Notre-Dame, ils ont tué la rue Sainte-Catherine parce que les gens de la rue Notre-Dame allaient aussi acheter sur la rue Sainte-Catherine. Fait que la rue Sainte-Catherine s'est effondrée économiquement à cause de ça, mais aussi à cause de la désindustrialisation. Alors, je vous disais tantôt, au début, l'identité d'Hochelaga-Maisonneuve, dès le départ, est une identité de quartier ouvrier, d'ouvriers non spécialisés. Et ça va être de génération en génération qu'on va placer son enfant. Je vais placer mon frère, puis je vais placer ma fille dans la manufacture. On ne va pas à l'école. On fait le primaire, puis c'est à peu près tout. Puis même dans ma famille, à moi, j'ai sur 6, j'en ai 4 qui n'ont même pas fini leur secondaire, puis qui sont allés travailler dans les usines de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, ça a duré très longtemps. Donc, ça a été générationnel. Puis, avec la désindustrialisation, ce que ça va provoquer, c'est qu'on ferme les usines, on les met à la porte. Ils font quoi? Ils sont même pas assez scolarisés pour Certains vont suivre des programmes, vont se reformer, vont se replacer. Mais ce n'est pas la majorité. Fait que là, avec les nouvelles technologies qui s'en viennent et tout ça, ils ne sont pas en mesure de se placer. Donc, ça va créer des îlots de détresse. Hein? De là, la réputation actuellement d'un quartier de bandits, hein, de prostitution, mais la petite criminalité, c'est un moyen pour ceux qui sont en détresse de s'en sortir. C'est sûr que je ne la trouverais pas drôle, là, qu'ils viennent me dévaliser chez nous, mais à quelque part, c'est un moyen de débrouillardise. Ils se débrouillent comme ils peuvent, mais ils le font par l'illégalité. Mais c'est une des conséquences de la pauvreté que la désindustrialisation a entraîné à l'époque. Et c'est pourquoi on va voir apparaître avec le temps, durant les années 60, ça va être des comités de citoyens qui vont commencer à se grouper, qui vont commencer à revendiquer. Ici, on est à la fin des années 60-70. Vous voyez, vous avez des mères de famille avec les enfants. Fait que là, c'est des groupes, des gens du quartier qui vont appuyer des grévistes qui, eux autres, font la grève pour améliorer leurs conditions de travail, des meilleurs salaires, mais aussi pour protéger leur emploi. Mais la bourgeoisie internationale, puis j'inclus la bourgeoisie québécoise, canadienne, nord-américaine, vont signer des ententes. Après la Seconde Guerre mondiale, ils signent des ententes avec d'autres pays pour pouvoir se départir des syndicats, hein, parce que là, les gars, ils ont fait la grève, on s'est battu, l'amiante, tout ça, ça a eu des tapes à la gueule qui se sont données, il y a même eu des morts, mais les gens ont obtenu des meilleurs salaires, des meilleures conditions, mais ils vont trouver le moyen de faire des ententes pour exporter des emplois. C'est pourquoi on va fermer les chantiers maritimes ici, les usines, les manufactures, pour faire ça à moindre coût ailleurs. Donc, eux autres, ils maintiennent leur niveau de profit, mais la population moyenne se retrouve sans emploi. Donc, et ces comités de citoyens-là commencent à revendiquer. Des groupes communautaires vont se former. Et encore là, je ne vous dis pas le nombre de femmes qui ont été à l'origine de groupes communautaires qui ont fait école. Le premier CLSC au Québec, c'est à Hochelaga-Maisonneuve. La première Joujoutech
C'était Hochelaga Maisonneuve. La première entreprise d'insertion, le Boulot Vert, à Hochelaga Maisonneuve. Alors, ils ont, par cette détresse-là, ils ont trouvé des solutions. C'est pas les politiciens. Moi, j'ai un respect sans borne pour Louise Arel, qui a été élu en 81 puis qui va être là pendant 27 ans. Mais c'est pas elle qui va trouver les solutions, là. C'est les gens du quartier. Et c'est qu'elle a choisi d'aller au BAT. Ce que beaucoup de politiciens refusent de faire. Mais elle est allée au BAT. Elle m'avait dit, à un moment donné, elle dit, quand j'ai été élu la première fois, d'ailleurs, je dois avouer que j'étais là. J'ai fait visiter l'atelier d'histoire, c'est la première affaire. Mais elle pleurait quand elle allait à l'Assemblée nationale. Vu la détresse de ce quartier-là, qui a eu atteint un taux de chômage et de non-emploi et de bien-être social de 47 %. On était presque à une personne sur deux qui était inactif. Elle ne savait pas quoi faire. Et c'est là qu'avec les groupes communautaires, ils vont commencer à se parler. Ils vont parler à des hommes d'affaires aussi locaux, puis ils vont créer des corporations de développement économique que le gouvernement veut fermer, là. Que le gouvernement essaie de... Il coupe l'austérité. Alors, on est en train de revivre un petit peu cette situation-là. Fait que c'est ça. Les gens se regroupaient, puis ils ont revendiqué, puis ils ont obtenu des choses. Pour aujourd'hui, ces institutions-là qui ont fait école sont encore là. Le Chic Resto Pop, entre autres, ça, c'est une idée qui venait de Victoriaville, mais ils l'ont développée ici. Puis c'est devenu, écoute, ils emploient des gens et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on est rendu dans un cycle où on est en train de revivre l'austérité, mais c'est pas de la même façon. À l'époque, c'était la désindustrialisation. Aujourd'hui, c'est un plan de redressement économique, mais encore là, moi, je suis obligé de vous dire que j'ai un parti pris, là. Moi, je suis obligé de vous dire que les moyens qu'ils prennent, ils ne s'attaquent pas aux bonnes personnes. Hein? Ils devraient aller chercher l'argent chez des compagnies qui ne paient pas d'impôts. Mais, en tout cas, c'est un choix néolibéral. C'est la philosophie économique de notre temps. Un plan de redressement des inégalités. Oui, c'est ça. On redresse les inégalités. On va même les renforcer. Alors, c'est ça. C'est un peu ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est un quartier qui est quand même en pleine effervescence. Il se transforme beaucoup. Mais la présence des groupes communautaires, des institutions d'économie sociale, c'est ce qui caractérise maintenant ce quartier-là, qui n'est plus, dorénavant, un quartier ouvrier. Il a été quartier ouvrier sur 100 ans à peu près, jusque dans les années 50-60. Mais depuis ce temps-là, avec la transformation socio-économique, tout ça, c'est un quartier surtout d'économie sociale et de plus en plus culturel. On en parlait tantôt. Il y a de plus en plus d'artistes aussi qui viennent... puis il y a de plus en plus de communautés culturelles aussi qui viennent s'installer dans le quartier. Alors, il y a une espèce de mixité qu'il faut quand même conserver, encourager, parce qu'il y en a qui parlent de l'embourgeoisement du quartier. Le risque, c'est que ceux qu'on a mis dans la merde dans les années 80, on risque de les foutre à la porte encore. Puis, il y a beaucoup de gens dans le quartier qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut essayer de les aider. Il faut investir pour essayer de les aider. Puis de créer une mixité, qu'il y a un dialogue entre tout le monde. Pas de créer de clivage, mais vraiment de tisser des liens sociaux. Moi, j'aime mieux construire des ponts que construire des murs, mettons. C'est ça l'image là, qu'on a un peu dans le quartier. Je terminerai là-dessus. Oui, c'est parfait. Vous avez des questions, des commentaires? Ça nous laisse encore moins un bon 15 minutes de questions, donc c'est...